à tous, aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois avec Mathieu. Salut. Et on va vous présenter la nouvelle Skoda Octavia RS en version combi, donc le break. Donc on va remercier une nouvelle fois la concession Janin SMDA et particulièrement Valentin pour le prêt de cette voiture le temps d'une matinée. Cette Skoda RS combi dispose d'un moteur de 245 chevaux PHEV. Donc qu'est-ce que c'est Mathieu, PHEV? C'est une nouvelle appellation? Exactement, donc PHEV c'est l'appellation commerciale chez Skoda pour désigner l'hybridation. Donc quand on parle de ce moteur, maintenant ça va devenir courant, on va parler plutôt de deux moteurs sous un capot. Et on le voit très bien puisque la segmentation se fait à gauche le thermique et à droite l'électrique. Ce qui est intéressant c'est que la puissance cumulée, donc on a bien 150 plus 95. Mais il faut également souligner le couple qui est de 400 Nm et qui est délivré très tôt. En gros l'électrique c'est un couple instantané, dès qu'on part à 0 Nm, enfin on a tout le couple instantanément. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui nous a surpris avant d'arriver justement sur ce spot, c'est que lorsqu'on démarre la voiture, on est automatiquement en mode électrique et malgré une puissance de 300 Nm, oui, on a la sensation qu'il y en a sous le capot. La combinaison des deux ne fait pas 250 plus 330, on est limité sans doute pour des raisons de fiabilité afin de ne pas flinguer prématurément la boîte qui est sans doute, bon je ne veux pas dire qu'elle est fragile, mais 400 c'est très confortable pour un véhicule de ce poids là. Donc c'est une DSG6 un petit peu particulière puisqu'ils aiment appeler ça Drive by Wire. C'est une technologie qui permet de se passer du levier qu'on avait l'habitude de trouver par le passé. Là aujourd'hui c'est un tout petit levier rikiki qui permet d'une petite pichenette changer de mode. Et ce modèle d'ailleurs, il faut le préciser, c'est hybride mais uniquement sur les roues avant. Par exemple on va prendre une Tesla qui est 100% électrique évidemment. Elle est électrique des 4 coins. Des jantes Skoda, donc nommées Alter, noir poli, avec un freinage monopiston et des disques de 340 mm. Puis j'aime aussi beaucoup le côté biton. Oui. Et ils ont quand même mis des étriers peints en rouge. Un petit peu, la finition n'est pas ouf. On a une prise à pour la recharge à l'avant. Et forcément, on a la prise traditionnelle à l'arrière pour la partie essence. Quelque chose également qui nous a plu, c'est que c'est fini l'utilisation du plastidip puisqu'on retrouve des inscriptions qui sont d'origine en noir, donc avec le RS et également le Skoda et le ID. Au niveau des lignes, c'est quand même agressive, ça se rapproche un petit peu d'Audi. Ouais, affirmatif. Quand on regarde les phares notamment, on ne peut pas s'empêcher de penser aux phares des Audi TT. Et les arêtes, c'est ce qui caractérise vraiment le style, l'identité visuelle de Skoda aujourd'hui. Beaucoup de dynamisme et des arêtes vraiment saillantes, des triangles, des lignes droites. Là on a des jolies sorties d'échappement, bon, qui sont là pour faire plus joli qu'autre chose, derrière lesquelles se cachent à gauche deux sorties d'échappement et à droite rien du tout, c'est-à-dire qu'on a juste les cache-trous avec des faux doubles sorties d'échappement sur la droite, donc uniquement gauche réelle, à droite factice. C'est un peu regrettable qu'ils ne fassent pas des vraies lignes avec des échappements, avec des embouts intégrés directement dans le pare-choc et non pas toujours mettre des embouts plastiques. L'arrière de ce break, en tout cas, propose un porte-à-faux relativement important, ce qui laisse suggérer une capacité de chargement importante. Alors ce serait le cas si ce n'était pas une motorisation hybride avec la partie rechargeable, qui évidemment nécessite des batteries. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Alors au lieu d'avoir un plancher qui propose un double fond, et là cette fois-ci on a les câbles de rechargement ainsi que des batteries qui sont situées en dessous du coffre. Et petite anecdote, donc je ne sais pas si vous le savez, mais chez Skoda on est accueilli par un parapluie côté conducteur. Donc petite spécificité, c'est rigolo, mais mine de rien c'est pratique. Et oui, et donc chez Skoda ils ont pris l'habitude de proposer des choses assez singulières que l'on ne retrouve pas dans les autres véhicules du groupe Audi, Volkswagen, etc. Partie qui permet de remplir le liquide de lave-glace, qui permet en fait avec un bouchon automatiquement en forme d'entonnoir, qui est un peu magique. Et au niveau de la trappe à carburant, alors là elle n'était pas présente, mais il y a une petite raclette pour dégivrer son véhicule. Et lorsqu'on s'installe à l'intérieur, on est tout de suite accueilli par ces magnifiques baquets, donc en cuir et en tissu, avec des surpiqûres blanches. Vous avez aussi la possibilité d'allonger l'assise. Matt a fait une petite découverte en s'installant à l'arrière. Ça coûte rien à faire, on va dire que tout le monde pourrait le proposer. Mais voilà l'emplacement pour le smartphone situé au dos des sièges avant. Alors au niveau des finitions, on peut retrouver quand même ce magnifique Alcantara, donc qui apporte un effet sportif à l'ensemble. Un carbone plastique, donc un faux carbone, un petit de carbone, qui est une jolie lame qui souligne ce magnifique écran 10 pouces. Les éclairages d'ambiance qui sont un petit peu proposés de série maintenant sur l'ensemble des véhicules du groupe Volkswagen. Et puis au niveau de la planche de bord, c'est moussé. Également une charge d'induction, deux ports USB-C, monsieur. Oui. Comme dans tous les véhicules modernes, on retrouve un affichage entièrement digital avec différents types d'instrumentation proposée. Le mode GPS qui permet de déporter l'affichage non plus sur l'écran principal de 10 pouces mais sur l'écran secondaire e-cockpit de 10,2 pouces. Il y a quelque chose qui me dérange qu'on perd de nos jours, c'est qu'on n'a plus la possibilité de régler la température avec des boutons. Régler la température
par un écran. Je sais pas, il faut chercher, et puis il faut se concentrer sur l'endroit sur lequel on appuie. Tout simplement un peu plus dangereux que de le faire instinctivement sans quitter la route du regard. Ouais. Et en plus de ça, c'est vrai que le bouton Home qui permet justement de revenir au menu principal, ça aurait été peut-être plus ergonomique d'avoir un réel bouton. le volant, parlons-en notamment, qui est vraiment très très joli. Hein. On a des jolies molettes. Franchement, la finition franchement est pas mal du tout. Hein. Toutes ces petites molettes crantées, on dirait que c'est pas du métal, mais on a l'impression que c'en est. Les panneaux de porte disposent de ces magnifiques poignées d'ouverture. Ça fait longtemps, je trouve qu'on n'avait pas vu des poignées aussi bien intégrées au niveau de la fluidité du design. Et je trouve que c'est peut-être la partie qui me plaît le plus dans les petits détails à souligner sur le style intérieur. Toit ouvrant qui permet d'avoir une belle luminosité. Cette Octavia de 8e génération, on a vraiment senti que là, depuis qu'elle est sous l'ère de Volkswagen, ça fait 4 générations que ça a été repris par le groupe, il y a eu une amélioration au niveau des matériaux intérieurs, la qualité générale en fait. Même de toute façon, les lignes sont de plus en plus ressemblantes au groupe VAG. En fait, les différences se ressentent et à l'extérieur, puisqu'on disait tout à l'heure que le style extérieur ressemble beaucoup à une Audi. Évidemment avec des petites différences, et l'intérieur, niveau qualitatif, on ne sait plus en fait exactement pourquoi est-ce qu'on irait plus sur une Volkswagen, une Seat ou une Skoda, éventuellement une Audi qui doit garder la primeur de certaines technologies et de certains blocs moteurs, dont le 2,5 litres par exemple TFSI qui fait défaut, et en tout cas qui est l'exclusivité du groupe Volkswagen côté Audi. C'est difficile de choisir, hein. Il faut constater que quand on monte dans une Skoda, une Seat ou une Volkswagen aujourd'hui, en tout cas si on prend que ces trois là, on retrouve les mêmes choses à chaque fois. Alors il y a des petits détails qui changent, mais la finition est quasiment aussi bonne. Ça va vraiment être une question de goût, de présentation. Et de notoriété aussi, sans parler du prix, Détails. puisque forcément il y a un écart qui est quand même assez conséquent. Tout à l'heure c'est marrant parce que je cherchais justement l'endroit pour démarrer, et tu sais, tu as tendance à chercher au niveau de la console centrale. C'est juste en dessous du volant, c'est ici. Au niveau de la clé. Ouais. Des fois, ouais. C'est pas bête, remarque. Hein. Je suis pas encore habitué moi à démarrer une voiture et de ne pas avoir de bruit moteur. C'est quoi tous ces bruits d'ailleurs? La suspension. C'est vraiment la nouvelle ère, hein, les moteurs hybrides. Et tu te rends compte que forcément le bruit moteur masque beaucoup de bruit parasite. Hein. Oui. Et là on entend les craquements des suspensions ou des freins. Ouais, autant dire que si tu mets des plaquettes trace, quand tu freines, tu l'entends à mon avis. Hein. Ça doit couiner à chaque freinage. On entend quand même un petit fond de bruit électrique. Je sais pas si tu l'as entendu. Oui. C'est un léger sifflement qu'on peut entendre un tout petit peu à l'extérieur quand on accélère doucement, mais il n'est pas aussi présent que quand on entend passer une Zoé dans la rue. Ouais. Il fait vraiment un bouh. Oui, mais après... Tout le monde le reconnaît limite. Je pense que c'est vraiment une volonté de la part de Renault d'avoir un bruit qui se reconnaît. J'ai remarqué que ça s'est lancé très bien de 0 à 50 km/h, mais que par contre, quand on approchait plus les 60-70, ça commençait à faiblir un petit peu dans la lancée. Quand quelqu'un nous double, on a dans le rétro une petite lumière orange. Matt, qu'est-ce que tu penses du confort? Moi, je trouve ça très très confortable, malgré qu'on soit sur un modèle RS, donc qui est dit sportif. Oui, c'est pas mal. Après, on va dire que on ressent légèrement les aspérités du bitume, c'est-à-dire que quand on roule à basse vitesse, la monte pneumatique, ça ne pardonne pas, on sent légèrement le grain. Là on va passer sur des vibreurs notamment, c'est un bon test. On est toujours en électrique, hein, il faut le préciser. Ouais. Donc on roule à faible allure, à peu près à 60 km/h. Ouais, ce qui veut dire que tant que vous ne changez pas le mode, vous êtes par défaut en électrique. Là on est en hybride auto, ce qui veut dire que le moteur va se déclencher, donc là il est toujours à zéro, se déclencher uniquement lorsque l'algorithme le jugera nécessaire. Ouais, en fait ce sont des calculs. Hein. Ouais. Oh, là ça ronronne, hein. Là on a le pseudo V8 alors qu'on est à moteur thermique arrêté. On a frôlé on l'entend. La pédale. On l'entend bien, hein. C'est rigolo. Ah, le moteur thermique. Et voilà, ça y est, on a le contour du moteur thermique qui vient de s'enclencher pour la première fois depuis qu'on est en possession de la voiture. Ouais, donc le moteur est froid. Des nouvelles habitudes, effectivement. C'est pas parce que vous avez roulé 10 minutes avec votre voiture que vous pouvez forcément accélérer, puisque le moteur thermique ne s'enclenche que lorsque vous l'activerez. Quand on monte un petit peu dans les tours, écoutez. Oh, c'est sympa quand même. Ouais, c'est bien. Sympa. Mais de toute façon, ça va de plus en plus se développer dans les voitures d'aujourd'hui, puisque l'hybridation est en marche. Donc forcément, il va falloir combler l'absence du bruit thermique. On sent que c'est très coupleux. Hein, on rappelle, il y a 400 Nm et la voiture n'a absolument aucune... Veuillez conduire au milieu de la voie, monsieur. La voiture n'a absolument aucun mal pour s'élancer, même bas dans les tours. Pied dedans, voyons voir ce que ça donne. Alors, ça pousse, mais
je trouve qu'il a mis un temps à comprendre que tu voulais avancer. Oui, j'ai senti aussi qu'il y avait genre... une latence. Attends, ah c'est bon. Bon, c'est pas fou au niveau de l'accélération, mais une fois que c'est lancé, ça avance bien. Oui. Faut pas avoir des trop grandes exigences. Hein. On rappelle que c'est un break, que ça fait proche d'une tonne 8, que c'est une base moteur d'1,4 litre. Donc oui, enfin c'est pas super violent, mais quand même. Ouais, si. Ouais, ça marche correctement. Ça marche correctement. Oui, ça marche bien quand même. Enfin, par rapport à ce que c'est. Voilà, c'est ça. Encore une fois, ça s'adresse à quel type de clientèle, c'est ça qu'il faut se dire. On est sur un break, un chargement qui est plutôt pas mal, de la place à l'arrière. Bon, bah ça peut être encore une fois un jeune père de famille qui a envie de se faire plaisir, quelqu'un qui a 2 enfants, ou un VRP pressé qui veut quelque chose d'un petit peu original. On pourrait comparer ça à une GT dynamique. Ouais, un break GT, c'est ça. On doit être dans des proportions de performance de modèles similaires qui sont dans les 200 chevaux à peu près. Ce que je trouve bien, c'est qu'on trouve une jauge de niveau d'énergie, donc essence côté droit, et côté gauche électrique. Si je suis en e-mode éco, ça donne quoi cet accélère à fond? On a quand même le thermique qui se met en marche. Ah, il l'a quand même mis. Est-ce que tu as senti un deuxième cran au niveau de l'accélération? Parce que de la pédale, je pense que tu as normal et clac, mode boost. En fait, il doit y avoir une certaine limite où on passe du électrique au thermique. Bah, c'est pour le besoin de sécurité en cas de dépassement. Exactement. Si jamais on est en train question de sécurité, situation d'urgence, on a besoin de remettre un peu plus de puissance pour doubler, pour s'insérer ou autre. Et bah là, forcément, on a le moteur thermique qui vient compenser. Matt, je voudrais qu'on fasse un petit point rapide alors sur cette première expérience, en tout cas pour moi, pour toi aussi, côté hybride. Première fois. La première chose que je dois dire, c'est que ce que j'aime avec le moteur hybride, c'est le confort. C'est agréable, honnêtement. Et puis, je trouve que pour les manœuvres, c'est également plus sécurisant dans le sens où on entend tout ce qui se passe autour de nous. Mais peut-être, côté piéton, plus dangereux. C'est vrai que ça fait toujours drôle quand on est parti de la concession et que on a démarré, bah, pas de bruit. Et quand on s'est lancé dans le parking, pas de bruit. Limite, quelqu'un qui ne regardait pas n'aurait pas su qu'on était parti. Moi, ce que j'aime bien, c'est peut-être la polyvalence. On est sur quelque chose qui, malgré le badge RS qui fait sport, typiquement, on a l'impression d'être sur un véhicule sport. Bah, on l'est à moitié, je dirais. On a un pied dans l'écologie. Un véhicule qui est donné pour un peu plus de 30 grammes de CO2 au 100 km, c'est-à-dire une consommation délirante, j'allais dire, dans le sens très faible. Je sais plus combien ils disent, tu avais dit 2 litres. Oui, autour de 1 litre et quelques. Honnêtement, ça c'est des consommations qu'on ne peut quasiment pas espérer obtenir en réalité. C'est impossible, à moins de faire 80% de ville et de compter sur le moteur électrique tout le temps et quasiment jamais lancer le moteur thermique. 3 kg à 65 à l'heure, on est à 6,7 litres au 100. Plus la conso électrique qui est pas négative, à peine au-dessus de 0. C'est à mettre aussi de côté, en tête, que le réservoir est très petit, donc l'autonomie... Moins de 40 litres. L'autonomie est quand même potentiellement assez restreinte, puisque 60 km théorique, c'est que en full électrique, ça c'est si on ne sert pas du thermique. Et après, si on se dit, quand on part en vacances, j'ai 39 litres dans le réservoir, faut pas se leurrer sur autoroute. Si il va falloir ravitailler à plusieurs reprises, c'est sûr. En tout cas, côté automobile, c'est un peu triste. La passion en prend un coup. Les moteurs RS, ça va du TDI 200 chevaux en passant par le 245 chevaux hybride que voici. Et on a aussi, faut le dire, on a la dualité chez Skoda de proposer le moteur 245 chevaux 2 litres TSI qui lui potentiellement est plus sportif et propose des performances meilleur. Comme on était tous les deux en découverte, on va essayer de trouver les plus et les moins de cette nouvelle Skoda Octavia RS. Donc on va commencer par les choses positives. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que sur cette 8e génération, on a vraiment senti qu'il y a eu un travail énorme qui a été fait sur l'esthétique. C'est beaucoup plus agressif. Ça se rapproche de plus en plus à ce qu'on retrouve dans le groupe VAG au niveau des lignes, au niveau également de la qualité des matériaux intérieurs. Elle a vraiment de la gueule, cette nouvelle Octavia RS. Eh oui, c'est vrai que ça peut surprendre un petit peu. Les personnes qui verront ce genre de véhicule, ils vont se dire est-ce que c'est vraiment rapide? Oui, non, oui, c'est rapide, c'est beau. Il y a une certaine élégance de l'ensemble. Le côté break rajoute un petit peu de fluidité dans les lignes, parce que ça l'étend vers l'arrière, ça allonge.
ça donne un petit peu plus de dynamisme peut-être. Après, je crois que tu préfères la version berline. Je trouve en fait que la berline est plus agressive au niveau des lignes, surtout à l'arrière. Je sais pas, là le break c'est plus simple en fait. Hein, oui. Alors que l'autre c'est plus taillé. Rapport prix-prestation n'est pas mal. C'est un peu comme Seat en fait. Oui, oui. Bah, c'est vrai que Skoda et Seat ils boxent dans la même catégorie. On est sur du presque premium, on est juste un petit cran en dessous niveau qualitatif. Mais le design est... Bah, ils ont fait des efforts de fou, ouais. Le design rejoint les autres, c'est pas des véhicules au rabais, loin de là. Et point négatif, alors pour moi, elle a le badge RS, mais j'aurais aimé que ça soit un peu plus sportif. Bah, le côté sportif, oui, c'est peut-être le bémol, le badge RS qui est peut-être un peu surfait. Après, il faut mettre de côté que le badge RS, il est sur les Skoda Octavia depuis un certain temps, et également présent sur les diesels. Donc est-ce que pour autant ce modèle là serait moins sportif que la 2 litres TDI 200 chevaux? C'est vrai que c'est pas du RS de chez Audi, hein. C'est ça qu'il faut vraiment se mettre en tête. Clairement, si vous cherchez un modèle sportif, non, c'est pas dans cette Skoda que vous allez le retrouver. Plus sur l'univers GT, break rapide, pour surtout faire de la ville. Une fois de plus, ce côté hybride, bah, il est intéressant vraiment pour se dire je veux un véhicule efficient. Et pour aller chercher les enfants à l'école, par exemple, quelqu'un qui habite en ville et qui fait des petits trajets va se dire bah, 90% de l'année, je vais pas en vacances, mais je veux un seul véhicule. Mais par contre, je vais beaucoup d'urbain, je vais au boulot en région parisienne ou n'importe quelle agglomération. Ça, je dirais, ça peut faire le boulot, mais très très bien. Et on peut peut-être espérer être en dessous des 5 litres de conso si on fait beaucoup de villes entre 0 et 40 km/h, peut-être 20-30 de moyenne. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, on remercie une nouvelle fois la concession Janin SMDA, donc particulièrement Valentin pour le prêt de cette Skoda. Bon, malheureusement, on n'a pas eu le coup de cœur qu'on a eu sur le Formentor, mais on vous réserve une petite surprise. On va essayer une petite voiture très énervée, qui paraît-il est la sportive de référence actuelle. Voilà, tout le monde en parle et je pense que certains auront peut-être deviné de quoi il s'agit. Juste un petit indice, c'est japonais. Ciao. Allez, ciao. Salut.